Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Mesdames, Messieurs, vous écoutez le podcast autour du 5e meilleur club d'Europe. Bienvenue pour ce 112e épisode de Brest On Air où je suis rejoint enfin par toute l'équipe. Voilà, toute l'équipe de 3 bien sûr, mais c'est toute l'équipe quand même. Yann, évidemment, qui fait son retour après un certain temps sur la touche. Comment vas-tu, mon cher Yann, depuis le temps? Eh ben, salut les gars, ça fait plaisir de vous retrouver. Surtout qu'on a toujours des choses très positives à vivre, à raconter ensemble. Donc, très content de vous retrouver avant ce match face à Prague, quand même. Ce déplacement, on n'est pas là pour provoquer, mais on y sera. On y sera effectivement, Yann. Ça va être très très passionnant, intéressant. D'autant que moi j'avais eu la chance déjà d'être à Salzbourg et je connais un peu le parfum des déplacements européens. C'est chouette. Alors de là à ce que le résultat soit le même, on va l'espérer, mais il y a quand même des chances que ce soit possiblement un peu moins bien. Fange, comment vas-tu? On n'y sera pas. Salut tout le monde. On n'y sera pas à Prague pour moi, mais tout va très bien. Écoute, aussi bien que le Stade Brestois en ce moment. Et très content de vous retrouver, de retrouver Yann, effectivement. Ça fait, je sais pas depuis quand on n'a pas fait de podcast avec enfin ensemble, mais c'est chouette. Sûrement fin août, hein, de toute façon, le dernier podcast c'était déjà le 27 septembre, l'épisode 110. Ça fait un petit moment, plus d'un mois. L'épisode 111 qui avait été enregistré, qui avait été monté également, mais impossible de le publier à cause d'un souci sur la plateforme qu'on utilise pour hoster donc nos émissions, donc archive.com, qui a été hacké durant la trêve internationale d'octobre. Du coup, malheureusement, on n'a pas pu poster l'épisode 111. On s'en excuse, évidemment. C'était pas tellement de notre ressort, mais quand même. Mais on pense à cet épisode 111 qui nous regarde, ce petit ange parti trop tôt, qui était bien en plus, Fanch, qui était Ah, très il était bien. bien. On a vraiment dit des trucs intéressants. Ah ouais, et puis des exclusivités quoi, et qui ne s'arrêtaient pas. Mais on Il y avait parlait un les peu, ouais, numéros du loto, non? ouais, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un Brestois qui l'a gagné depuis, il me semble, courant octobre. Un Brestois qui a gagné le loto, il me semble. Et ça, c'est une vraie info, par contre. Qui avait sûrement eu l'exclusivité de l'épisode 111. Voilà, c'est rageant. Il n'y avait également pas eu de présentation du Bayer Leverkusen pour la même raison. C'est également tout à fait dommage parce que on avait en plus un intervenant excellent à la personne de Julien Yelch, donc le commentateur de Prime, anciennement Beansport également, qui a sûrement déjà en plus parlé enfin que vous avez déjà écouté, entendu autour du Stade Brestois, qui a déjà commenté des matchs du club. Donc voilà, ça aurait été très très intéressant, lui qui est supporter du Bayer Leverkusen depuis un certain temps, plusieurs années maintenant, bien avant que le club ne retrouve ses lettres de noblesse récentes. C'est lui qui avait commenté le Brest-Toulouse et qui est notamment à l'origine de la phrase «Je crois qu'il y a but à Nice». Messieurs, Ligue des Champions, Ligue 1, les quotidiens d'un artiste, quoi, comme on dit dans le milieu. Euh, Finalement, depuis donc ce 27 septembre c'était également la date du match contre Auxerre. Brest est invaincu, mais surtout Brest, en tout cas en Ligue des Champions, on va commencer par parler de la coupe aux grandes oreilles. Brest qui montre de magnifiques dispositions dans la plus grande compétition européenne. Évidemment, on avait parlé dans l'épisode 111 du déplacement à Salzbourg. On va en toucher un mot quand même parce que de toute façon c'est lié avec le match contre Leverkusen et le match contre Sturm Graz. C'est finalement un tout parce que le fil rouge continue de cette Ligue des Champions. Mais Yann, en Ligue des Champions, on se demande où ça va s'arrêter finalement. On se dit que la prochaine étape sera trop dure et les joueurs, le club nous montre que finalement ils sont au niveau de l'enjeu, au niveau de l'histoire qui les attend. Ouais, totalement. Et on peut revenir sur le tirage au sort. Tu sais, en discutant, j'étais peut-être un peu trop enthousiaste. Je me disais, Salzbourg, on peut les battre. Sturm Graz, on peut les battre. Je pense que beaucoup de gens se disaient ça.
Par contre, qui se disait qu'on allait pouvoir faire un match nul face à Leverkusen? On en parlait quelques heures avant le match. Je ne vais pas dénoncer, mais totalement. Quentin nous disait qu'il y avait largement moyen qu'on en prenne 4. C'était aussi ma pensée. Et finalement, on se retrouve à faire un partout face à ce qui est encore aujourd'hui une des meilleures équipes d'Europe. Certes un peu remanié, mais quand même. Et c'est pas un partout enfin, c'est pas de la chance, quoi. C'est un partout logique. Xabi Alonso l'a bien dit, sur quasiment toute la deuxième mi-temps, on a été meilleur qu'eux. Donc, effectivement, je ne vois pas ce qui peut arrêter ce Stade Brestois aujourd'hui. Et finalement, je me retrouve dans cette posture à me dire que quel que soit l'adversaire, sauf peut-être le Barça, j'ai quand même envie de mettre une pièce sur Brest au cas où. On se dit qu'il y a une petite possibilité. Franche, toi qui a vécu ton premier match de Ligue des Champions contre les Leverkusen, qu'est-ce qui t'a frappé dans ce match? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est, bah, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Yann, c'est à part les 25-30 premières minutes où j'ai senti une différence de niveau entre les deux équipes. D'ailleurs, ce que Magnetti disait hier à la radio, avec notamment une vraie qualité collective de la part de Leverkusen, malgré le turnover, c'était quand même une très belle équipe en face. J'ai senti des Brestois qui regardaient leurs adversaires dans les yeux, et à partir du moment où tu regardes le champion d'Allemagne de l'année dernière, bien que peut-être un petit peu moins fort cette année par rapport à la saison précédente, mais qui a été invaincu, qu'ils ont perdu un seul match, il me semble, hein, c'est la finale de l'Europa League l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et que le Stade Brestois arrive à la regarder dans les yeux et presque à sortir de cette rencontre avec une petite pointe de regret, avec des occasions, je pense notamment à celle de Mama Baldé en toute fin de match, bah, je me dis qu'effectivement, ce Stade Brestois-là n'a pas fini de nous épater. Moi, au moment du tirage, j'étais plus prudent que vous. J'envisageais pas forcément de prendre 3 points à Salzbourg et même 3 points contre Sturm Graz aussi facilement, entre guillemets. Et là, de me retrouver avec 7 points en 3 rencontres, ben, je pense que ça change également nos ambitions. On va certainement en parler. J'espérais que Brest, moi, avant la compétition, ne finisse pas bredouille. Là, désormais, j'espère que le Stade Brestois arrivera à décrocher les barrages. Il y a évidemment le côté footballistique qui rentre en compte, mais de manière générale, c'est vraiment l'excellente image du club hein, qui est montrée sur ces 3 premiers matchs. Et je pense que ça va laisser de toute façon une trace indélébile. C'est ce qu'on se disait avec Elbert, notamment à Salzbourg, quand on était dans le parcage, on se disait que bah voilà, enfin le 4-0 qu'on est en train de vivre là, il sera ad vitam aeternam dans les livres d'histoire et rien ne pourra changer ce parcours européen, ce début en tout cas de parcours européen du Stade Brestois. Et c'est des choses qu'on racontera aux futures générations dans quelques années, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant. D'un point de vue footballistique, Yann, le match contre les Leverkusen, tu l'as ressenti tu l'as ressenti comment? Est-ce que, comme Fanch, tu repars avec des regrets? Peut-être sur la fin, maintenant, je n'oublie pas le début qui était vraiment très compliqué. Tout comme je n'oublie pas que contre Salzbourg, on gagne 4-0, mais sur la première mi-temps, on se fait un peu rouler dessus, il faut le dire. Donc, je ne vais pas dire des regrets. Si on avait perdu 2-1, oui, vraiment des gros regrets. Parce que je vous avoue que les dernières minutes contre Leverkusen, c'est toujours voilà, le petit stress, le cacamou pour tout dire. Et puis la Mais VAR. oui, la VAR, Interminable, interminable. interminable. Mais après, il faut reconnaître aussi que c'est très surprenant, mais Brest n'a pas été arbitré comme un petit. Et Oui. typiquement, le tacle de Koulibaly sur Adli, je crois que c'est. On s'en sort très bien et mine de rien, ça aurait pu être un tournant dans le match parce que s'il prend rouge, pas sûr qu'on tienne. Donc, dans l'ensemble, je suis plutôt content, pas trop de regrets finalement, même si on aurait pu peut-être sur une ou deux occasions le gagner. Je pense pas que ça aurait été mérité non plus. Et le fait, je trouve, d'avoir quelques petits regrets contre Leverkusen, c'est même un motif de satisfaction. Ah ouais, la question est dingue déjà. Est-ce Ah que ouais, tu as voilà, des c'est ça, regrets parce contre que les Leverkusen? tu sors du match et puis, enfin, même si t'as des regrets contre Leverkusen, ça peut être que positif pour le sud de la saison. T'aurais pris un match nul 1-1, mais vraiment en étant à 80-20% de possession de balle pour Leverkusen, tu marques sur ta seule occasion et eux ils te bouffent tout le match, t'aurais été content. Mais bon, ça aurait été l'exploit et pas grand-chose à en tirer. Alors que là, tu peux construire sur ce match. Quand tu vois, je pense, entre la reprise de la seconde période et la 60e minute, environ 65e minute, c'est une maîtrise collective brestoise, tant dans le pressing que de la faire circulation de balles, droite à gauche, passant par les défenseurs, en te créant quelques situations, qui est, je pense, l'illustration de la maturité de cette équipe aujourd'hui.
et des progrès qui ont été réalisés depuis maintenant 1 an et demi. Et c'est très encourageant pour la suite, si ce n'est même en Ligue des Champions, si on devait sortir parce que le Real, parce que le Barça, parce que même Prague à l'extérieur, c'est pas facile. Au moins en Ligue 1, tu dois pouvoir voyager sereinement, et on en parlera tout à l'heure. C'est ce qu'on commence à voir également, malgré des matchs un peu moyens en championnat, une équipe qui est très mature et qui est assez clinique. Le point qui m'impressionne le plus sur ce début de campagne européenne, c'est vraiment la faculté de cette équipe à toujours garder le fil de sa rencontre, même dans les moments compliqués. Bah, t'en as parlé, Yann, à Salzbourg, c'est vrai qu'en première mi-temps, on s'en sort plutôt bien. Même à 1-0 en deuxième mi-temps, il y a quand même de grosses occasions. Marco Bizot fait un très très bon match, un match rassurant, et je pense que bah, lui qui a déjà vécu la Coupe d'Europe avec son club aux Pays-Bas, je pense que ça aide, même si voilà, il y a comme très très peu de joueurs en tant qu'individus qui ont vécu la Coupe d'Europe. Kenny Lala, Pierre Lesmelou, de tête, Marco Bizot. Voilà, il y en a pas non plus. Aïdara, Il y a Koulibaly qui a joué un peu la Ligue des Champions aussi l'année dernière, mais finalement c'est loin d'être la majorité des joueurs, et finalement cette entité et équipe est très très impressionnante. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans cette gestion de match, c'est vraiment les fins de match où vraiment je trouve qu'il y a absolument aucune panique, alors que ça aurait pu être le cas, notamment contre le Sturm Graz. Hein. C'est le premier match de l'histoire de la Ligue des Champions du Stade Brestois. Euh, J'aurais compris que Brest se regroupe derrière et bah, finalement ne fasse que défendre sur les 10-15 dernières minutes. Il n'y a rien eu de tout ça. Même contre Leverkusen, à la fin de match, évidemment, Leverkusen a la majorité du ballon, fait entrer des joueurs confirmés, hein, les Chaka, les Adi, alors qui n'est pas resté très longtemps sur le terrain, mais bah, les Martin Terrier, voilà, c'est des mecs des internationaux qui ont vécu la Coupe d'Europe, et pourtant, voilà, Brest continue de regarder ces mecs-là les yeux dans les yeux et ne panique absolument jamais avec le ballon. Il y a très peu eu de vagues euh, incessantes sur le but brestois sur ces fins de match, et je trouve ça particulièrement impressionnant euh, parce que bah, en tout cas, moi, je me chie plus dessus que les joueurs visiblement en fin de match. Parce que contre Sturm Graz et contre Leverkusen, c'est vrai que on était plutôt tendu. Salzbourg était plutôt bien à 4-0, mais c'est vrai que Leverkusen et Sturm Graz, j'espère que l'ambiance générale autour du club et de ces rencontres de Ligue des Champions aide aussi un peu les joueurs, mais c'est particulièrement ce qui m'interpelle et ce qui m'impressionne sur ce début de campagne. après, il y a aussi le fait qu'on ait des joueurs assez intelligents, je trouve, même quand tu les entends après match, dans leurs réactions, tes joueurs comme Jonas Martin, comme Hugo Manizzi, comme Madi Camara, c'est quand même des leaders maintenant, et j'ai l'impression, pas je les connais pas personnellement, mais à les écouter, que ce sont des joueurs qui ont quand même une certaine intelligence à la fois de jeu, mais également intelligence tout court, qui fait que ça se répercute sur leur comportement sur le terrain. Ils font pas des mauvais choix, ils sont assez sensés, et ça donne une certaine stabilité, une certaine assurance, je vais dire, à l'équipe et au collectif. Et ce qui permet aussi aux joueurs moins expérimentés, des gens qui n'ont jamais joué à l'Europe, hein, je pense à Brendan Chardonnay par exemple, ou c'est Romain Fèvre, etc. Je sais pas si Fèvre avait joué à l'Europe avec l'OL, mais je pense pas. De se fondre un peu dans un collectif, Ibrahim Salah aussi, de se fondre dans un collectif qui est bien huilé et assez fort mentalement pour résister un petit peu à tout. Et moi, je rajoute deux éléments. Le premier qui m'a marqué contre Leverkusen, c'est la capacité de cette équipe de Brest à rendre fou son adversaire. Un peu comme tout le monde, j'ai pas mal regardé Leverkusen en fin de saison dernière et sur le début de saison. C'est une équipe qui se distinguait beaucoup par son calme et sa capacité à ne pas sortir de son match. Là, il faut voir les 10-15 dernières minutes où les joueurs de Leverkusen passent leur temps à chialer. Voilà, on va dire le mot, à chialer. Et je sais pas, ça m'a fait quelque chose de me dire que nous, notre petit Brest, on était capable de faire sortir de ses gonds le champion d'Allemagne en titre, alors que ils sont pas dans une situation critique. Je veux dire, Leverkusen, avant de venir, ils ont 2 victoires, ils ont 7 points. Eux aussi ils sont en ballottage très favorable pour se qualifier, mais tu les rends fous sur le terrain parce que, je sais pas, ils s'imaginaient match gagné ou ils s'attendaient pas à avoir une telle opposition, à avoir des gens qui iraient les déranger aussi haut, aussi près, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très plaisant
Et l'autre chose très plaisante, je l'ai vécu sur le premier match dans le stade, et là je l'ai vécu au bar, au Tonnerre de Brest précisément à Paris, c'est qu'on voit quand même une ambiance très particulière autour de ces matchs, très positive. Et certes, on aurait préféré que ce soit à Brest, mais finalement, le fait que ce soit à Guingamp rajoute un côté un peu périple, épopée. Quentin, peut-être toi qui as fait 2 fois les déplacements vers Guingamp, tu vas nous le dire, mais ça rajoute un petit truc et tu as vraiment l'impression que c'est la ville de Brest qui se déplace pour aller supporter son équipe et on le voit, tout le monde est en rouge dans le stade, chose qu'on ne voit pas à Leblé par exemple. Bah Franche, tu pourras aussi en témoigner. T'as fait ton premier déplacement, entre guillemets, ton premier déplacement européen à Guingamp. Moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'on a pu entendre après le match, c'est vraiment que tout le monde, vraiment tout le monde, tout le monde a passé une bonne soirée. Et tout le monde avait des étoiles dans les yeux, tout le monde était, avait hâte d'y retourner. Et il y a ce côté, effectivement, je crois que c'est Max Tepo à l'Ebrescom qui sur X, sur Twitter, qui l'a parlé, mais c'est un peu tu fais un petit déplacement quoi européen. Euh, et ceux qui ont fait des déplacements européens ou pas savent un peu quel état d'esprit ça apporte, mais il y a ce que bah tu bouges pour aller suivre ton club. C'est assez particulier, mais vraiment Et ouais, même, l'ambiance est particulière et alors il y a aussi le fait que je pense que la, la, le ça, alors ça va être dur à dire sans être méchant pour Francis Leblay, mais c'est vrai que le stade, je ah oui, pense, est plus vous adaptez. adapté à la Coupe d'Europe, quoi. En fait, je pense qu'il n'y aurait pas eu une ambiance, bah, que ce soit le son, la caisse de résonance, il n'y aurait pas eu la même ambiance à Francis Leblay, même la taille du bloc pour les ultras est plus importante. Voilà, tout le monde donne sa pierre à l'édifice et je pense que s'il y avait eu que la route de Quimper ou que Francis Leblay, ça aurait pas été aussi majestueux. Donc je dirais pas que on n'ira pas jusqu'à dire que c'est une bonne nouvelle d'aller jusqu'au Roudourou pour euh, euh, pour cette Coupe d'Europe, mais ça change et voilà, ça rajoute aussi un petit quelque chose à cette campagne européenne. Au-delà des simples supporters brestois, de manière très générale et très globale, à part peut-être les supporters marseillais ou parisiens qui pensent, voilà, qui réfléchissent qu'avec leur club, il y a une sorte de consensus dans le foot français autour des performances brestoises qui sont saluées un peu par tout le monde. Moi, j'ai eu pas mal de messages que ce soit de Lensois, de Lillois, de supporters de Strasbourg qui sont absolument stupéfaits par la performance brestoise et sont fans en fait de ce qui se passe. Ils trouvent que Brest donne une très bonne image. Il suffit de regarder les réactions sur les réseaux sociaux, sous les différentes vidéos YouTube, etc., pour voir que les gens sont assez admiratifs de ce qui est réalisé par Eric Roy et par son équipe. Et bah, pour un club comme Brest, qui a une histoire qui est finalement une histoire locale, mais qui n'a pas de titre, qui n'a pas fait grand-chose dans l'histoire du foot français, on est en train d'écrire les plus belles pages et les plus belles heures du club. Et c'est chouette de voir que tout le monde, même en dehors des supporters brestois, euh, tout le monde en est fan. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je regardais à la télé, parce qu'il n'y avait que ça en France, c'était surtout l'OL qui était très, très fort. Et pendant longtemps, sans être supporter de Lyon, j'ai quand même gardé un petit intérêt pour ce club. Donc je me dis peut-être qu'aujourd'hui, des jeunes qui voient les exploits brestois en Ligue des Champions garderont aussi pas une certaine forme de, pas d'admiration, mais de respect pour le club. Et c'est très chouette. Et justement, si on va plus loin, jusqu'où on va? Tu disais, Fanche, que toi, c'était barrage minimum maintenant, vu avec 7 points en 3 matchs. Il nous manque à peu près Non, pas le 2 ou minimum, 3 mais points. c'était un Espérez, objectif, quoi. espérez, Espérer, voilà. ouais. Justement, on les prend où, ces 3 derniers points, selon vous? Et vous pensez qu'on les Bah, prend? mercredi, puis après on fait tourner. Après, voilà, on va peut-être répondre à la question d'abord. Pour moi, ce sera plus Gelsenkirchen contre le Shakhtar. Je pense que c'est tout à fait jouable. Euh, je trouve pas le Shakhtar, c'est un peu comme Salzbourg. Je pense que ça domine son championnat, hein, qui est très hétérogène, mais il faut pas les voir trop beaux. Je pense que Salzbourg, évidemment, avant la saison, ça reste le champion d'Autriche sur 11 des 12 dernières années ou quelque chose comme ça. Donc ça impressionne un peu au niveau du nom, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus les voir trop beaux. Et Gelsenkirchen, le Shakhtar, ce sera un peu la même chose. Après, même le PSV, hein, tu vois, le PSV, bon, ça roule sur le championnat néerlandais. Je crois qu'ils sont à 10 victoires en 10 matchs. Mais, euh, mais on a vu en Ligue des Champions qui est-ce qu'ils ont joué là récemment. PSG, ils ont fait un partout au parc.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est une grosse équipe, mais je pense pas que non plus il faille les voir trop beaux. Je pense qu'il y aura aussi des failles à exploiter. Et un point, enfin, on n'est pas obligé de prendre 3 points sur un match. On peut prendre un point et un point. Même éventuellement avec 9 points, ça peut être suffisant. Et on a l'avantage aussi, pour l'instant, d'avoir une très bonne différence de but qui pourra éventuellement chuter sur les prochains matchs. Hein. On ne sait jamais comment ça peut se passer à Barcelone. Actuellement, ça peut monter très très haut, mais ça peut aussi ne pas monter très très haut. Voilà, la différence de but dans ce nouveau format de Ligue des Champions est extrêmement important. Ceux qui ont joué à Football Manager le savent. Et pour le coup, les victoires, notamment à Salzbourg, enfin la victoire à Salzbourg est un gros plus à ce niveau-là. Après, même si ce sera compliqué à Prague mercredi, parce que je regardais Prague, ils ont joué 336 matchs de Coupe d'Europe dans l'histoire du club, c'est forcément bien supérieur au Stade Brestois, et c'est logique hein, quand tu C'est domines. 333 de plus que le Stade Brestois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, ça reste un match qui, pour moi, je dirais peut-être pas que c'est du 50-50, mais c'est pas non plus comme un déplacement au Barça où tu es à 95-5, quoi. On est sur du 65-35 en prévision d'avant-match pour le Sparta. Si on regarde les cotes, elles sont assez équilibrées aussi. Ce serait pas déconnant d'aller tirer un nul à Prague. Surtout que Tout Prague, à fait, ouais, en exactement. ce moment en championnat, c'est pas fabuleux. C'est 6 points en 5 matchs. Pour Prague, c'est un standard très bas. Donc moi, j'ai envie de croire que ce sera à Prague, effectivement. Et sinon, comme Quentin, je vois le Shakhtar faible, très faible, et je n'aurais pas peur de dire qu'on doit être favori contre le Shakhtar. Certes, je vais peut-être un peu plus loin, trop loin peut-être, mais Ouais, moi, dans la j'irai limite. pas jusque-là, mais en tout cas, Ils ont pas c'est fait du un mauvais match. 50-50, quoi. Ils ont pas fait un mauvais match à l'Emirates contre Arsenal, hein. Et puis, il y a des chances aussi qu'ils soient éliminés déjà Ah oui, il y a ça à prendre en compte. à Et cette époque. ils n'auront pas joué depuis un petit moment aussi, parce que ce sera certainement la trêve en Ukraine. Donc, Oui, c'est vrai. en janvier, t'as pas forcément non plus le même rythme. Brest est clairement ce point pris contre le Leverkusen et les 3 points à Salzbourg, parce que Sturm Graz, on pouvait espérer gagner à domicile contre eux, mais prendre 3 points à Salzbourg, pour moi, je m'attendais à ce que Salzbourg soit meilleur que ça déjà. Je m'attendais certainement pas à ce qu'on gagne 4-0, mais c'est le match qui peut te faire basculer dans une autre, avoir d'autres légitimes ambitions. Clairement, les barrages, quand on estime, c'est quoi, c'est 9-10 points à peu près, entre 9 et 11 pour C'est finir. ça, entre 9 et 10. À On en 9, a il y a des chances, et à 10, t'es pratiquement sûr. Donc il manque une victoire sur les 5 prochains matchs. Et sur ces 5 prochains matchs, j'en vois trois pour lesquels, comme disait Yann très très justement, et je me faisais la réflexion l'autre jour, en fait, Eric Roy, ce qu'il a réussi aussi, c'est de se dire qu'avant chaque match maintenant, peu importe l'adversaire, tu, tu crois à quelque chose de positif pour Brest. Tu te dis, Et bah, ok. même pour les joueurs, je trouve que c'est important de voir, parce que j'imagine que eux aussi, avant le début de la Ligue des Champions, ils savaient pas trop où se situer par rapport à ces grosses équipes. Là maintenant, ils savent, et je pense qu'il y a ça dans la tête, c'est très très important de savoir que tu peux jouer les yeux dans les yeux avec presque n'importe qui. Tu joues les yeux dans les yeux avec le champion d'Allemagne, il n'y a pas de raison que tu baisses les yeux devant le champion des Pays-Bas. Mais ça, Et, c'est la confiance amène la confiance et puis la confiance amène la confiance et amène aussi des prestations de qualité, donc les joueurs progressent dans des bonnes conditions et font des choses qui sont à chaque fois un petit peu meilleures. Et donc après, voilà, il faut pas non plus s'enflammer. Peut-être qu'on va tomber de haut et perdre à la fois contre le Sparta et le PSV. Et d'ailleurs, je voulais poser une question, moi, avoir votre avis. Si malheureusement, là, après ce bon début de saison, en Ligue des Champions, le club connaissait des moments un peu plus compliqués, perdait les prochains matchs et ne se qualifiait pas, est-ce que vous considériez que c'est un échec ou que la campagne européenne aura quand même été un succès pour Brest? Moi, de mon côté, pour moi, ça aurait été un succès, mais une pointe de regret nécessaire. moi, pour moi, c'est déjà un succès par rapport aux émotions que j'ai pu vivre. Euh, bon, que ce soit évidemment en déplacement à Salzbourg, ça je pense que ça restera jusqu'à la fin de mes jours, le plus tard possible, mais ça restera. Et même, je pense que tout le monde est d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que Fanch, toi, tu as vécu ce premier match de Ligue des Champions contre les Leverkusen, et l'ambiance était encore plus folle que contre le Sturm Graz, même si le Sturm c'était le premier match de Ligue des Champions, ça restait le Sturm Graz. Il y avait, je pense, moins d'attentes par rapport à, à ce premier match en Là, ça termes faisait de... plus Ligue des Champions l'adversaire aussi. Ouais, ça faisait Ligue des Champions, et évidemment les deux matchs précédents ont fait qu'il y avait un certain enthousiasme, une certaine atmosphère autour du club qui fait qu'on attendait ce match avec particulièrement d'impatience.
Et je trouve que tout le monde a répondu présent, que ce soit les supporters qui ont été excellents et les joueurs évidemment sur le terrain. Et tout ça, ça crée une recette folle d'émotions incroyables je pense que tu peux en témoigner, Fanch, c'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intense qu'en Ligue 1. Ah oui, ça n'avait rien à voir. J'avais pas du tout l'impression de vivre du tout la même expérience. En Ligue 1. Et d'ailleurs, on en a parlé hein, dans le podcast, mais je trouve que c'est assez moyen finalement l'ambiance à Le Blé depuis un bon moment et pas forcément d'ailleurs à la hauteur de ce que les joueurs proposent sur le terrain. Il y a eu plusieurs matchs cette année et même l'année dernière où bon, c'était bien, mais c'était pas non plus extraordinaire comme ambiance. Et effectivement, l'ambiance mise par les Brestois et les 15 ou 16 000 Brestois à Guingamp était sans commune mesure. Même les gens qui sont. On a l'habitude de dire que bah, Foucault et Arkea, c'est quand même assez mou. Il y a une petite partie d'Arkea qui bouge un petit peu, mais sinon, c'est très mou. Là, c'est l'ensemble du stade, peu importe où vous vous situez. Les gens sont avec le maillot, sont avec des charpes, sont debout, chantent, applaudissent, poussent l'équipe. Et on sent qu'on est dans autre chose en fait. C'est la même équipe sur le terrain, mais c'est pas du tout la même configuration. Et c'est très 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 agréable à voir. Et j'espère que qu'on découvrira encore un troisième stade cette année, parce que si on se qualifie en barrage, visiblement ça pourra pas être à Guingamp, mais je sais pas si on arrivera à recréer une atmosphère aussi sympa qu'à Roudroux. Dans tous les cas, de mon côté, certes, ça sera un succès quoi qu'il arrive, mais ce qui pour moi fait l'ADN avec des champions depuis des années et des années, c'est ces formats match aller-retour. Et si on peut en vivre au moins un, voilà, la boucle est bouclée. Et pour ça, il faut en Mais pas barrage. contre Lille. Pas contre Lille, s'il vous plaît. Oui, c'est Parce que ça. tu peux rejouer Lille, tu peux jouer Lille ou PSG ou Monaco, tu peux aussi rejouer par exemple le Bayer Leverkusen. Ça serait dommage. Ce serait bien d'avoir une nouvelle affiche inédite, mais effectivement, Yann, tu as tout à fait raison, je te rejoins en tout cas. Le fait c'est l'aller-retour, quoi. C'est l'aller-retour qui fait le sel, c'est le match aller. Ensuite, tu prépares ton retour en conséquence. La prolongation, bien sûr. Éventuellement la prolongation. Et puis Brest, voilà, vu le classement, au barrage, tu peux aussi tomber sur un adversaire qui est pas non plus un mastodon européen et éventuellement rêver un petit peu plus haut, mais on n'y est pas encore. Mais rien que le fait de pouvoir en parler aujourd'hui, le 1er novembre, de éventuellement prolonger l'aventure européenne, bah, je trouve que c'est magnifique. Et Après, nous, je on vais en parle, les joueurs et l'entraîneur en parlent aussi. Hein. Eric Roux, après le match contre le Leverkusen, il l'a ouvertement dit. Maintenant, l'objectif, c'est de passer le tour de cette phase des champions et d'aller en barrage. Tout à l'heure, tu as parlé, je crois que c'est toi, Fanch, où il fallait faire tourner une fois qu'on se qualifiait. On rappelle que ça, c'est des sous. Chaque point en Ligue des Champions apporte beaucoup, beaucoup de sous pour un club comme Brest. Donc, moi, j'étais juste pas trop d'accord avec toi sur ce point-là. Alors, je sais pas si tu le disais J'ai pas ironiquement ou pas, que j'avais dit quoi? on gagnait à Prague et après on faisait tourner. Bah non, je n'étais pas ironique parce que je me dis que le championnat prendrait à ce moment-là la priorité, puisque tu peux aussi penser à te requalifier pour l'Europe la saison prochaine. On va y venir. Ouais, Parce après, que je termine avec ce grain de folie. Il en faut toujours avec ce stade brestois, mais si tu gagnes contre le Shakhtar et contre Prague, il te manque pas grand-chose pour être dans les 8 premiers et passer directement en huitième de finale, hein. Il te manque un point. Ça peut aller Ah, je vite. pense que là, ça va être un peu juste. Je pense aussi, mais avec cette équipe-là, je n'ose pas invalider Oui, la c'est vrai. moindre hypothèse. Alors, ouais, si on fait top 8, là, non, j'allais dire une connerie, mais il faut mais jamais dire j'achète le maillot de Le Doiron après s'il marque un but, parce que, bon, en ce moment, il n'y a pas trop de risques, mais Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Fanch, c'est qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a aussi la Ligue 1. en Ligue 1, et finalement, on n'est pas si loin, presque une pointe de regret, hein, finalement, de ne pas être déjà sur les places européennes. Une victoire contre Rennes aurait été déjà d'une part plutôt méritée et ensuite aurait fait le plus grand bien comptable au classement. Heureusement, cette victoire contre Reims est venue un peu, je pense qu'on aurait tous signé pour une victoire contre Rennes, un match nul contre Reims. Finalement, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Mais comme je l'ai dit, finalement, Brest est invaincu depuis plus d'un mois maintenant. Il y a eu du bon et du moins bon en Ligue 1. Hein, il y a eu des mauvaises défaites, il y a eu même eu des mauvaises victoires. Hein, les matchs contre notamment Le Havre et Toulouse, c'était pas flamboyant. Mais on voit quand même du mieux. Hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus, messieurs. On voit du mieux et je pense que ça peut être aussi expliqué par le fait que le mercato a été assez tardif. Donc il a fallu que tout le monde s'emboîte et que tout le monde arrive à trouver ses automatismes avec les nouveaux, avec les anciens. Et finalement, je pense qu'on voit que
tu parlais de maintien tout à l'heure, Fanche. Évidemment, le championnat reste le fil rouge et la priorité. Maintenant, parler de maintien avec l'effectif, avec ce qu'on démontre en Ligue 1, on en reviendra tout à l'heure. Les statistiques se donnent plutôt raison pour l'instant Fanche. Maintenant, je pense que le Stade Brestois va réussir à trouver son rythme de croisière et on en parlera brièvement, mais chacun aura son ambition. Maintenant, parler de maintien, je pense que c'est peut-être exagéré par rapport à la qualité de cet effectif et ce qu'on voit La depuis. qualité des autres aussi. Exactement. Ça, c'est une très bonne remarque de ta part. Une nouvelle fois, hein, Fanche, une nouvelle fois, c'est vrai que tu les enchaînes, celles-ci. Hein. Mais ouais, qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, de ce dernier mois? On va parler, on en a parlé brièvement, nous, dans le 111, mais finalement, avec toutes les trêves internationales qu'il y a eu, on n'a fait que 4 matchs de Ligue 1 sur ce dernier mois et une semaine, 5 semaines, 5 dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez ressorti de cette petite série de matchs où Brest s'en sort plutôt bien, hein, finalement, avec 7 points en 4 matchs, ça reste tout à fait honorable avec la Ligue des Champions à côté. De mon côté, je retiens un mot que tu as déjà utilisé pour la Ligue des Champions, c'est de la maturité. On a vu cette équipe progresser, on a vu cette équipe faire des mauvais matchs et le reconnaître. C'est pas toujours le cas. Vraiment, il faut écouter les joueurs ou Eric Roy après le match à Toulouse ou Le Havre. Ils reconnaissent que c'est difficile, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Et petit à petit, on voit cette équipe progresser. Du fait de l'intégration des nouveaux joueurs qui ont peut-être mis plus de temps, mais aujourd'hui, je vois un garçon comme Ibrahim Salah, je comprends l'intérêt du joueur, l'intérêt d'avoir été le chercher. Je vois que le joueur s'implique totalement et commence à rentrer dans les codes, dans la manière de jouer de Brest. Mama Baldé, c'est un peu pareil, même si lui a, je pense, de toute façon pas attendu du fait de ses qualités individuelles. Et en fait, globalement, c'est derrière, surtout, on sent que ça y est, ça commence à trouver un chemin de croisière, à retrouver le chemin de croisière qu'on avait l'an dernier. Et pour réussir à faire ça, tout en ayant une campagne européenne qui est très énergivore et qui est très intense en émotion, ça montre vraiment une grosse, grosse maturité de l'effectif, du staff. Et c'est ce qui, moi, me donne des ambitions et beaucoup de confiance sur la suite de la saison. C'est que certes, le match face à Auxerre a été très mauvais, mais a été très vite digéré. Il y a eu un consensus sur le fait que c'était n'importe quoi, qu'il ne fallait pas le répéter. Et on ne l'a pas revu alors qu'il y avait des opportunités de le faire. Et voilà, je vais conclure en disant que, à mes yeux, si on prend en compte aussi le niveau de l'adversaire, Brest reste sur ses deux derniers meilleurs matchs en Ligue 1. Reims et Rennes, en termes de contenu, c'était les deux meilleurs. Parce que pour moi, Saint-Etienne, à qui on met 4-0, c'est une équipe qui n'a pas le niveau de Ligue 1 et qui le montre depuis le début de la saison. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Yann. Je vais revenir, je vais dire un petit peu ce que j'ai. Finalement, ce que j'avais dit dans le podcast qui n'est jamais sorti, c'est que je comprends les mauvais matchs en Ligue 1, les matchs contre Toulouse, les matchs contre Le Havre. Je les explique en tout cas. Ça m'embête de voir des matchs où on s'ennuie un peu quand même, hein, parce qu'on va pas se cacher que contre ces deux équipes-là, avec Quentin, on s'est regardé plusieurs fois en disant que c'était un petit peu long et que bon, on avait déjà vu mieux à Le Blé, mais ça s'explique par un turnover important qui est assez cohérent, par des joueurs qui sont sur le terrain qui se connaissent pas nécessairement tous parce qu'ils sont arrivés il y a un mois. Donc le fait de voir des progressions, comme tu dis Yann, alors le match de Reims, moi je l'ai vu après coup, et le match de Rennes, moi j'étais au stade, c'est vrai que c'était bon, c'est 2 points de perdu honnêtement. Le match de Rennes, c'est 2 points de perdu à mon sens. De voir une progression à la fois collective et également individuelle, hein, je pense à Mama Baldé qui est intéressant, à Ibrahim Salah qui est également de plus en plus intéressant et dont j'aime beaucoup les attitudes lorsqu'il rentre en jeu en Ligue des Champions. Il était vraiment très intéressant dans le pressing qu'il a pu faire. Il est rentré directement dans l'état d'esprit. Et puis après, à Reims, pareil, il est titulaire et il fait un match que, enfin, je n'ai pas trop compris son 4 sur 10 dans l'équipe. Pour moi, c'était mieux que ça. Donc, le fait que Brest ait gagné ces 3 matchs post-Coupe d'Europe aussi, hein, ils ont du mal à gagner avant, mais les matchs après, c'est pas forcément le plus facile. Et ils ont pris 9 points sur 9. Ça me donne effectivement, comme tu as dit, Yann, pas mal de confiance. Quelles sont les ambitions? Moi, je parle souvent de maintien et de prudence. Pour le coup, je pense que le maintien cette saison, avec déjà 13 points, je dis pas que c'est réglé, hein, mais que ça devrait ne pas poser trop de problèmes, sauf catastrophe. Brest doit pouvoir viser mieux, et je pense que Brest doit pouvoir viser en une place légitimement entre la 6e et la 11e place, et pourquoi pas une 6e ou 7e place qui nous ramènera en Europe. Ce sera peut-être compliqué, mais derrière, je me dis que des clubs comme Montpellier, comme Saint-Etienne, comme Angers, ça reste
ça reste assez faible et à mon avis, ça va se jouer entre eux pour la descente. Le Havre aussi, bien sûr. Le Havre plutôt solide, hein, à Brest d'ailleurs, donc peut-être, moi je vois un Ouais, peu le Havre un peu supérieur, mais manque de talent offensif pour. ouais, ça, il marque pas un D'ailleurs, but, le Havre, quoi. d'ailleurs, ouais, on l'avait vu à Brest avec 14 tirs, 0 cadré. Effectivement, ça faisait un peu tâche sur la feuille de match. Euh, Évidemment, il y a quand même beaucoup, on parle beaucoup de choses positives autour de Brest. On est quand même obligé de parler de ce qui va un peu moins, et notamment peut-être l'intégration de nouveau, notamment au milieu de terrain, Ouais. puisqu'on l'a vu sur notamment le match contre Auxerre, on l'a vu un peu en fin de match aussi contre Rennes lors de l'entrée de certains joueurs. Il y a le souci d'intégrer donc notamment Kamori Doumbia, hein, puisque Ce que vous appelez tous les deux les changements sociaux. effectivement, d'ailleurs sur mon petit planning, j'ai mis arrêtons les changements sociaux. Euh, mais c'est bon, voilà, bon, voilà. Mais que ce soit en fait en début de match ou pas, hein, finalement, il y a on va dire que donc Kamori Doumbia est plutôt un bon joueur, hein. Malheureusement, son profil ne se prête pas au meilleur système de jeu du Stade Brestois, et il n'est pas suffisamment bon pour que le Stade Brestois s'adapte à lui pour changer son système. On a bien vu que euh, quand lui donc jouait, il fallait plutôt qu'il soit en donc un 4-2-3-1, mais ça marche moins bien, que ce soit de sa faute ou pas, hein, c'est juste peut-être un problème collectif où les joueurs, tous ceux à part Kamori Doumbia, sont juste moins bons en 4-2-3-1, donc ça marche moins bien. Et juste, je Alors me qu'en permets 4... de te couper un instant avant que tu continues. C'est en plus de ça, c'est avec le retour de Pierre Lesmelou qui change beaucoup. On est meilleur, on l'a pas cité Tout à encore fait. depuis le début. C'est quand depuis que Pierre Lesmelou revient à son poste de prédilection en point de base du 4-3-3 que ça marche beaucoup mieux. Et en fait, ça, il y a pas tellement de choix. En fait, l'idée, pour le coup, autant on se pose la question avec Kamori Doumbia, est-ce qu'il est suffisamment fort pour que le Stade Brestois s'adapte à son style de jeu qui est assez particulier dans cet effectif. Autant Pierre Lesmelou, pour le coup, est-ce qu'il est suffisamment fort pour que le Stade Brestois s'adapte à son style de jeu? La réponse est oui, tout simplement. Donc, il n'y a pas tellement de choix. Tu es obligé de mettre une pointe basse avec Pierre Lesmelou. Contre Reims, on a débuté en 4-2-3, il me semble. Euh, Effectivement, ça a marché correctement, on va dire, même si la première mi-temps a quand même été relativement compliquée malgré ces deux buts. Mais ensuite, une fois que Pierre Lesmelou est rentré, voilà, deuxième mi-temps, les barbelés étaient mis tranquillement. Il y a équipe de Daron qui a littéralement marché sur son adversaire. C'était impressionnant. Marcher sans tellement le vouloir, en fait, voilà, à jouer juste à son rythme, mais en fait, Reims était totalement dépassé par les événements. C'était assez spectaculaire à voir une équipe qui jouait aussi lentement dépasser son adversaire, c'était fabuleux. Mais on se pose cette question avec Doumbia, on peut aussi se la poser avec Romain Fèvre, hein, qui a un peu le même souci. Lui, il peut jouer un peu plus sur le côté, mais pareil, il y a un peu ce souci il remplace un joueur qui est presque indiscutable, et ça change un peu le style de jeu de l'équipe, donc c'est pas tip top. Même Donc si, voilà, il y a même si, évidemment, je termine juste, excuse-moi Franche, euh, il va y avoir peut-être le souci à un moment donné, Magnetti et Camara ne pourront pas jouer 40 matchs à cette intensité-là. Que faire finalement à part Jonas Martin, que faire pour les remplacer? Et c'est peut-être la seule erreur, on va dire, à part le fait que le mercato a été un peu tardif et nous a peut-être coûté quelques points en début de saison. La seule erreur, c'est peut-être, voilà, évidemment, il a été quand même très très apprécié des supporters. Il faut quand même pointer du doigt ce qui ne va pas avec Kamori Doumbia, et pour l'instant, c'est le fait que il ne peut, en fait, il ne peut pas tellement jouer dans le 4-3-3 qui est le meilleur système du Stade Brestois. vas-y Yann, je t'en prie. Bah, justement, tu allais parler de Joe Martin. Aussi, ne pas oublier Eddie Fernandez, qui est très polyvalent, qui correspond en fait à la présentation qui avait été faite ici. C'est que c'est un joueur complet, qui est pas exceptionnel, mais qui est complet, qui semble pouvoir dépanner partout. Et typiquement, on se retrouve dans une situation où pour moi, les deux remplaçants d'Hugo Magnetti et de Madi Camara, ça sera avant tout Jonas Martin et Fernandez, et non Kamori Doumbia, et non Romain Fèvre, parce que on, on a vu contre Auxerre que Romain Fèvre, au milieu de terrain, c'est catastrophique. Et là où je suis obligé de faire un petit distinguo avec tes propos, Quentin, c'est que tu mets un peu, je sais que c'est pas ta pensée, mais tel que tu l'as fait, tu mets un peu sur le même plan Romain Fèvre et Kamori Doumbia.
Là où Cameroun Dombia, comme tu l'as dit, c'est surtout une incompatibilité tactique. Honnêtement, voilà, sauf à tout changer et potentiellement à se retrouver même avec un système à deux qui, pour moi, deux pointes, qui pour moi est celui qui lui correspondrait le plus, c'est compliqué. Romain Fèvre, sur le profil, il a tout ce qu'il faut techniquement pour jouer sur l'aile droite ou même pour jouer potentiellement dans l'axe en meneur. Le problème de Romain Fèvre, ça reste quand même, je suis désolé de le dire, hein, je ne veux pas taper sur une ambulance, mais c'est l'attitude qui renvoie. C'est tout bête. Il marque contre Reims, il marque à la 3e minute un penalty. On n'a pas vu grand-chose du match. Et son premier réflexe, c'est d'aller chambrer le public rémois. Ça, c'est un coup à passer pour un con. Et surtout, Excellent, ça, Romain. Excellent, continue. mais non, mais Chambre le public adverse. après 3 minutes de jeu, il ne s'est rien passé. Mais oui, après 1 minute de jeu, faut le faire. Et puis au-delà de ça, j'ai plus peur. Là, je me base sur ce qu'on a vu contre Auxerre, mais aussi, mine de rien, contre Stonegras en Ligue des Champions. C'est qu'on voit que c'est un garçon qui ne va pas faire les efforts pour les autres. Et c'est contagieux. C'est-à-dire que si tu vois que le mec devant toi ne fait pas l'effort pour toi, bah tu vas pas aller le faire pour lui. Et ainsi de suite. C'est un coup à faire tomber toute la solidarité qui est, mine de rien, une des valeurs clés de ce Stade Brestois-là. Et C'est vrai, franchement, ça. j'ai je dis pas qu'il faut renvoyer Romain Fèvre à Bournemouth parce que ça serait peut-être sévère. Mais si dans l'attitude, il n'y a pas mieux, et notamment en Ligue 1, parce que on s'y attendait, mais c'est flagrant que le monsieur ne veut pas trop se mouiller en Ligue 1 parce que pour lui, il y a la Ligue des Champions qui compte. Mais si dans l'attitude et dans l'engagement, dans la présence, il n'y a pas de mieux, il va falloir se poser la question parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui au quotidien peut être assez difficile dans son comportement, dans son attitude et qui peut venir te pourrir une ambiance qui semble relativement saine. Ce Stade Brestois s'est construit l'année dernière sur des valeurs de solidarité, de collectif, qui ont surmonté tout. Enfin, hier, pour pas rien vous cacher, je me suis refait une partie du match Rennes-Brest de l'année dernière, à tête reposée. Quel plaisir. Bah bien sûr, et quand Brest est mené 2-0, puis est repris à 4-4, c'est encore une fois le collectif, le groupe qui arrive à relever la tête ensemble et obtenir ces 3 points de la victoire. Et on peut reprendre plein de matchs l'année dernière qui ont comme ça été, je pense au match de Marseille où tu es à 10 contre 11 pendant une bonne partie de la rencontre et tu gagnes quand même. Et Romain Fèvre s'inscrit pas du tout là-dedans, contrairement à Ibrahim Salah qui a l'air d'être beaucoup plus dans l'esprit collectif. Et je disais une interview de lui encore tout à l'heure qui sera dans le journal d'avant-match de Nice où il dit voilà, le meilleur à l'entraînement joue, c'est comme ça, et puis je suis là pour progresser, j'ai des objectifs collectifs personnels, mais c'est très sain. Les joueurs, que ce soit Fernandez, Aïdara, tous les nouveaux, le match d'Aïdara contre Leverkusen, pour moi, il est très intéressant, parce qu'il se met vraiment au niveau de l'équipe. Fèvre, j'ai beaucoup plus de doutes, et comme dit Yann, quand on voit sa réaction après le but qui marque à la fois contre Toulouse ou contre Reims sur un penalty qu'il lui-même n'a pas obtenu, hein, mais qui tire au bout de 3 minutes, ça m'interroge, ça m'interroge. Après, ça pose aussi la question du rendement de Romain Del Castillo, que je trouve moins bon cette saison, moins inspiré dans ses choix, notamment en Ligue des Champions. J'ai un petit peu l'impression qu'il surjouait. Donc je pense que là, il y a des axes de progression à voir pour Brest offensivement. Ce serait quand même ultra sévère, je trouve, d'inculquer uniquement la défaite contre Auxerre à Romain Fèvre. Je pense que évidemment il a assez tort, mais je pense que la majorité de, de, de l'ensemble des joueurs n'a pas été au niveau, hein, sur ce match. Il n'y a pas eu que Romain Fèvre, et c'est pas parce que Romain Fèvre a été mis au milieu de terrain qu'il n'y avait rien qui allait, hein. C'est pas Romain Fèvre non plus qui perd le ballon sur le deuxième but notamment. Et une autre chose, ça va être intéressant de voir la capacité de cet effectif, sans vraiment le vouloir, mais à réussir via sa majorité, à faire changer le caractère et l'état d'esprit, la façon de travailler de Romain Fèvre. L'année dernière, je pense qu'on a vu avec un joueur comme Bilal Brahimi, je crois, qui était pas nécessairement dans l'effort tout le temps à l'entraînement, qui, lui, s'il n'était pas au niveau à l'entraînement, il était un peu de facto exclu du groupe, parce qu'il ne se mettait pas au diapason des autres. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le Stade Brestois est en train d'inculquer une culture un peu de l'effort, où on va dire que grâce à ces cadres, l'effectif arrive, on va dire, à avaler les mauvais comportements et à les faire changer, entre guillemets. Ça veut dire que tu peux, on va dire, faire venir quelqu'un d'extérieur qui
pas forcément un gros travailleur, mais parce que le reste de l'effectif travaille, lui est un peu obligé de se mettre au niveau à ce niveau-là. Donc on D'ailleurs, va ce voir titre, si. Romain Fèvre n'a pas joué en Ligue des Champions à Leverkusen, enfin il n'était pas titulaire. Donc il y a aussi une, une forme de récompense par l'entraîneur. Tu travailles pas à l'entraînement ou tu te mets pas dans le moule. Les matchs de gala, tu les vois sur le banc et tu rentres un quart d'heure, 20 minutes uniquement. Et je trouve que c'est bien à ce niveau-là. La gestion est plutôt intéressante. C'est d'abord fais tes preuves en Ligue 1, sois bon en Ligue 1 avant d'avoir du temps de jeu en Ligue des Champions. Et c'est possible que Romain Fèvre peut-être débute à Prague suite au son match contre Reims. Mais il me semble que l'entraîneur est cohérent par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et je pense que même l'entraîneur a le très bon discours en disant que les remplaçants, oui, certes, ils sont remplaçants, ils débutent pas le match, mais ça veut pas dire qu'ils ne doivent pas apporter leur pierre à l'édifice en fin de rencontre. Et ils utilisent le qualificatif de finisseur. Voilà, c'est les joueurs qui finissent le match, quoi. Donc euh, ça reste très très important et on l'a vu surtout l'année dernière. Il y a eu beaucoup de joueurs entrés en jeu qui ont été décisifs pour le Stade Brestois. Et je pense que le discours de l'entraîneur, de toute façon le meilleur entraîneur du monde, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire autour de ces micros. Il est très bon et quand les joueurs l'entendent, j'imagine qu'ils sont que ça leur donne un peu de la motivation en se disant que de toute façon, en plus cette saison, si tu es bon en rentrant, tu arriveras à jouer les matchs parce qu'il y en a tellement que les titulaires indiscutables ne peuvent pas les jouer en entier sur 90 minutes, 40 rencontres. Comme un Pierre Lesmelou n'a pas joué, est rentré contre Reims, n'a pas débuté, donc ça laisse de la place à beaucoup de joueurs des minutes de jeu. Donc je pense que c'est sain et la gestion pour l'instant, même si, comme tu l'as dit, Fanch, elle a pu apporter son lot de prestations un peu inférieures. C'est vrai que pour l'instant, elle est bonne et elle est saine, on va dire, sur ce début de saison, ce tiers de saison même. Est-ce que vous avez des individus peut-être qui vous ont marqué positivement, négativement sur ce mois de compétition que vous souhaitez mettre en avant? On a pas mal parlé de Ibrahim Salah. C'est vrai que moi je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point-là. Est-ce que vous avez d'autres joueurs à mettre en valeur? Peut-être Mama Baldé qui fait l'unanimité sur ce début d'histoire brestoise, on va dire, de son histoire brestoise. Et quand on se dit que finalement on a remplacé Jérémy Le Doiron par Mama Baldé, on est content. Oui, mais pas, on joue pas au même sport, hein. Enfin, à mon sens, mais après, un grand merci à ce qu'a fait Jérémy Le Doron à Brest, mais pour moi, c'est quand même deux joueurs avec un niveau différent et bien supérieur pour Mama Baldé, à mon sens. Après, si je devais mettre des joueurs en avant, bah, j'en citerai deux, notamment Ludo Ajor, qui est devant, assez Bien monstrueux sûr. contre Rennes, et même s'il n'a pas encore réussi à marquer en Ligue des Champions, et que je l'ai trouvé peut-être un petit peu plus en difficulté contre Leverkusen, il a quand même fait vivre un match assez compliqué à Hincapié et à Jonathan Tah. En Ligue 1, je trouve qu'il est vraiment hyper important dans ce collectif brestois. Il remplace avantageusement, à mon sens, Steve Mounier, parce que plus complet enfin, dans sa palette technique, notamment avec le ballon dans les pieds. Et derrière, bah, on a pointé du doigt sur certains podcasts début de saison, hein, le début de saison un peu raté peut-être de Brendan Chardonnay. Finalement, bah, quand la défense titulaire revient et que Brest retrouve de la stabilité, il est encore dans l'équipe. Et bon, bah, je trouve que ses dernières prestations ont été très intéressantes et très rassurantes. Donc c'est deux joueurs, un devant, un derrière, qui m'ont bien plu sur ce dernier mois. Je te rejoins totalement sur Ajor, qu'il y a juste un petit truc qui m'agace, mais en même Au temps, tiré. c'est pas qui, enfin, ça n'efface pas tout le reste, mais j'ai l'impression que Ludovic Ajorc n'aime pas tirer au but, ou peut-être n'a pas assez d'instinct et plus dans la réflexion, ce qui parfois peut être une qualité. Mais je pense que s'il prenait plus sa chance, potentiellement, il aurait un ou deux buts de plus déjà dans sa musette. Et c'est pour ça que j'aime bien Baldé, c'est parce que c'est tout l'inverse. Baldé, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre sa chance, qui parfois peut faire des choses qui paraissent très compliquées, mais qui le réussissent pour l'instant, donc tant mieux. C'est Et complémentaire. voilà, comme tu le dis, c'est génial d'avoir l'un qui remplace l'autre. Ça fait que tu as les deux, tu as l'ensemble de la palette. Et sur un match, tu peux t'adapter selon le besoin. Donc ça, pour le coup, niveau recrutement, c'est un super duo qu'on a recruté. Je suis très content là-dessus offensivement. Et défensivement, bah, tu as dit Chardonnay, je suis obligé de donner son pendant, c'est Soumaïla Koulibaly,
qui a peu joué en Ligue 1, je crois, pour l'instant, surtout de Ligue des Champions, mais qui montre une lecture du jeu qui est absolument fascinante pour un garçon de son âge, pour un garçon de son gabarit. Et je pense que Koulibaly a une marge de progression absolument folle. On ne l'imagine pas à quel point ce garçon peut être un très très grand défenseur européen dans les prochaines saisons, s'il fait les bons choix, s'il n'a pas de blessures. Donc, très Je le curieux de trouve le beaucoup voir très plus, régulièrement cette saison. je le trouve plus rassurant et en termes de potentiel, je lui trouve un potentiel supérieur et également je trouve meilleur qu'NDI. Peut-être que je me trompe complètement, mais NDI, je trouve moins d'intelligence de jeu chez lui pour l'instant que Koulibaly, qui me semble être un joueur qui comprend vraiment le foot, qui a des attitudes sur le terrain, des placements, des anticipations, qui tu te dis ah ouais le mec il est là quoi, il est là, Peur. Il n'a pas il- peur de faire les interventions qu'il faut, que ce soit dans la surface ou pas. ouais c'est ça, Parfois un peu plus, dangereux. ouais c'est ça, peut-être parfois plus se maîtriser dans ses interventions où il a un petit peu trop Pour d'entrain, mais l'engagement. sinon bon joueur. Pour moi, Souvenir c'est le... d'un tacle contre Salzbourg dans la surface qui était tout à fait licite, hein, mais faut le sortir quoi. Ce tacle au dernier moment, ça crée. Je pense qu'il y a quand même pas mal de sang-froid chez ce joueur qui impressionne. Ça, je suis assez d'accord avec toi, Yann. Pour moi, c'est notre meilleur défenseur central, avec tout le respect que j'ai pour Chardonnay. Et pour moi, la défense centrale qu'on doit avoir dans les matchs les plus importants, c'est Chardonnay-Koulibaly. Et on peut pas non plus ne pas citer Pierre Lesmelou, parce que Évidemment. bizarrement, pour moi, ça reste notre meilleur joueur de assez loin. Même s'il y a beaucoup d'autres joueurs que j'aime beaucoup et que je trouve que le début de la saison, les derniers mois même de saison de Madi Camara sont assez admirables. Mais Pierre Lesmelou, à mon sens, c'est le niveau un petit peu supérieur par rapport à tout le reste. Et quand il est sur le terrain, il fait des choses qui semblent d'une simplicité dingue. Alors que bah, c'est le seul à les faire, quoi. Il a vision du jeu, agressivité dans le bon sens du terme, même s'il prend toujours ses cartons débiles. Je crois qu'il a joué 2 matchs en Ligue 1 cette année, il a pris 2 cartons jaunes. Même si celui à Reims, il est peut-être un peu vite distribué, ça reste un joueur de qualité supérieure et on va profiter de lui sur les 2 mois qui viennent, parce qu'on n'est pas sûr qu'il soit encore brestois fin janvier. Je pense que alors c'est difficile à dire, on n'est pas dans sa tête, mais je pense que lui aussi doit être un peu content d'être resté à Brest, hein. Je pense que son but en Ligue des Champions, c'est des émotions qu'il n'aurait pas vécues à Rennes. Et non. Non, mais enfin, c'est vrai. Et je crois que c'est Daniel Riolo qui le disait parce que de toute façon, dès qu'il y a un contenu avec du Stade Brestois dedans, on écoute. Donc que ce soit l'after, certains sont fans autour de ces micros, d'autres un peu moins. Euh, Enfin, il l'a dit. Je pense que lui, enfin, il doit être aussi un peu content d'être resté à Brest euh, depuis un an, même si il y a eu un peu de grabuge cet été. La récompense, c'est aussi grâce à lui qu'on y est en Ligue des Champions. Donc il mérite aussi son heure de gloire sur ce but, ce magnifique but en plus en Ligue des Champions. Ah oui, c'est sûr que si on est là cette année, c'est en grande partie grâce à lui. Oui. Exactement. Et c'est fascinant, ça je tiens à le dire, c'est que malgré toutes les affaires de cet été, parce que tout le monde le sait et personne n'est dupe, je n'ai rarement vu un joueur être aussi acclamé par le blé pour son retour. Je pense qu'en termes de popularité, Ouais. auprès du grand public, pas juste auprès des gens qui nous écoutent, mais vraiment des 12 000 spectateurs, 12, 13 000, 14 000 spectateurs qui sont au stade toutes les 2 semaines, c'est un des joueurs le plus populaires depuis 10, 15, 20 ans, et de loin. Gaëtan Charbonnier peut-être. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Et je pense que ouais, ouais. Charbonnier donnait peut-être moins humainement. Enfin, Lesmelou, il parle beaucoup. Charbonnier, ça le faisait un peu chier de parler, je pense. Il était dans son coin, il marquait ses buts et il rentrait chez lui. Lesmelou, il est quand même un peu plus bavard, communique davantage et ça plaît ou ça plaît pas. Mais Malheureusement. malheureusement, oui. Peut-être que ça le rend aussi un petit peu plus humain que Charbonnier. Lui, c'est pas qu'il était pas humain, mais c'est qu'il était un petit peu plus rustre, on va dire. C'est vrai. Messieurs, Et si on merci est à là, vous. c'est aussi grâce à Gaëtan Charbonnier. Exactement. Il ne faut Et pas c'est important de l'oublier. ne pas l'oublier. D'ailleurs, il sera à Prague sur mon dos. Donc On a pensé lui à aussi se inviter Quentin déplacera. Bernard d'ailleurs, puisque bon, lui il est capable de venir. Oui, capable de venir, lui.
Messieurs, on a fait le tour de ce dernier mois de compétition, plutôt élite d'ailleurs. Élite dernier mois de compétition avec des émotions, avec des résultats. C'est vrai qu'on vit des choses, on continue de le dire, qui sont absolument dingues et on n'a même pas parlé de j'en ai parlé brièvement, mais de la gestion de la fin de match contre Reims qui ramène un peu à cette expérience glanée en Ligue des Champions. Donc on peut voir déjà un lien entre les deux. Vraiment, on vit des choses, hein. On vit des choses qu'on n'est pas prêt de revivre. Et qu'on pensait pas qu'on pensait jamais vivre. Enfin, Non, pour moi, la Ligue des Champions, c'était pour les autres. exactement. C'est ce qu'on se dit souvent, hein, mais on voyait tout le temps les autres être heureux à gagner une Coupe de France ici, faire un beau petit parcours en Europa League comme Toulouse l'année dernière pour les autres. Et, euh, et Ils cette ont fois, c'est battu. nous. Ouais, c'est complètement dingue. Cette fois, c'est nous. Et C'est mérité. ça sera peut-être une fois dans notre vie, mais on a la chance aussi de le vivre Au bon moment. ouais, c'est ça, au moment où on est dans la fleur de l'âge, on va dire. On Mhm. est dans la fleur de l'âge pour en profiter. Quel plaisir, quel plaisir. Et on va espérer que ça continue encore davantage. C'est ce que je disais au début, mais on ne sait jamais trop quand ça va s'arrêter. Hein, parce qu'on se dit que ça va être trop difficile, la prochaine étape va être trop difficile et finalement non. Donc pourvu que ça Et dure. important de profiter parce que ça va très vite. Et dans le foot, quand on voit où sont rendus les Girondins de Bordeaux, qui étaient en quart de finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça non plus, où Tu sont parlais de les... Valenciennes dans le podcast 111. Oui, Valenciennes. Puisque donc dans le podcast 111, on enregistrait le jour d'un Valenciennes-Orléans en national. Et donc tu avais vu ça et tu nous avais dit que tu m'avais dit, puisque j'étais le seul à entendre et je serais ad vitam aeternam le seul à entendre, que tout pouvait aller vite, puisque il y a très peu de temps finalement il y avait les Valenciennes-Brest. Aujourd'hui Brest est en Ligue des Champions, Valenciennes est en national. Donc ouais, effectivement ça va très vite. Tout va vite dans le football, sauf Mario Lichka. Et Ahmed Kantari. Et sur ces beaux mots, je vous souhaite un bon week-end, bon déplacement évidemment à tous ceux qui vont à Prague. Bon N'hésitez déplacement à pas. vous deux. Bah oui, ça va être sympathique. Hâte d'y être pour, a priori, moi, en tout cas, mon dernier déplacement, à moins qu'il y ait barrage et que le barrage soit accessible en déplacement, mais pas de Barcelone ou pas de Gelsenkirchen pour moi. Donc, Yann, tu fais un des deux? Des autres? Normalement, Gelsenkirchen, oui, si c'est possible. Donc Mais Brestonner aurait été présent sur 3 déplacements potentiellement sur 4. Donc et c'est... donc, c'est pas le plus populaire, non, on sera pas là. Mais on suivra de toute façon les tribulations Et puis de nos followers. les gens qui 11 000 voudront, y sont désormais. les gens qui voudront suivre un petit peu ce déplacement, qui peuvent pas y aller, pourront suivre sur nos réseaux, hein. J'imagine que vous mettrez quelques photos ah de bah, Prague. c'est sûr que s'il y a victoire et qualification, ça peut partir en live, podcast live improvisé au milieu d'un bar, hein. Ça, sait-on jamais. Aïe, aïe, aïe. Effectivement, même si on se lève tôt jeudi pour revenir, puisqu'on travaille le vendredi. Donc, c'est dur. La vie, c'est dur. Mais il y en a qui travaillent le Et jeudi qui peuvent même pas y aller. Donc, C'est vrai. C'est vrai. C'est dur, mais c'est pas, finalement, on vit des moments grâce au Stade Brestois, et c'est ça qui est fou. On dans découvre tout l'Europe ça, grâce au Stade Brestois. dans tout ça, il y a une chose dont on n'a absolument pas parlé, c'est le match contre Nice qui a lieu demain, on enregistre vendredi, ou aujourd'hui si vous l'écoutez aujourd'hui. Bon match à tous, mais pas grand-chose à faire. Non, de toute façon, on va gagner, c'est un bonus, quoi. C'est un on va, bonus. on va gagner On va 2-1 gagner tranquillement. en marchant. Très bien, on peut terminer sur ce pronostic. 2-1, moi ça me va très bien. Bon match, bon déplacement à ceux qui vont à Prague, et à la prochaine pour un nouveau podcast Brestonner le plus rapidement possible. On espère que ce sera pas d'ici Pas un dans mois. un- Je pense C'est ça. on aura l'occasion de le faire bien avant, pour débriefer éventuellement le triptyque Nice, Prague et Montpellier. Montpellier. Et Ça fait après, 9 c'est la points. trêve. Je reconnais. Je sens 9 points quand je les vois. Bon week-end à vous et allez Brest. Kenavo, allez Brest. Salut.